Bonjour à vous, bienvenue dans cette petite vidéo de raccord pendant les vacances. Donc, soit pour continuer le cours magistral sociologie, ethnologie, qui n'a pas lieu parce que c'est les vacances et qui n'aura pas lieu la semaine qui vient parce que je crois que c'est le 11 novembre. Et puis pour ceux qui suivent uniquement le cours sur YouTube, voilà, c'est juste une poursuite du cours, quelque chose comme une petite pause au milieu où on va rabouter les choses ensemble. Figurez-vous que une étudiante de ce cours magistral a eu la gentillesse et la bonne idée de m'envoyer une série de questions euh, pour retomber sur ses pieds en quelque sorte dans le cours, et je suis très content parce que comme ça j'ai des questions à traiter pour vous, et puis c'est des bonnes questions, c'est des belles questions, donc c'est bien. Ça donne de la bonne matière à travailler. Et puis voilà, donc je vais vous proposer de faire ça, de partir des interrogations d'une parmi vous pour faire le point. Si vous me posez d'autres questions, j'y répondrai dans la prochaine vidéo qui sera aussi euh, tournée ici, chez moi, dans mon nouveau bureau. Parce que je crois que le 11 novembre étant le 11 novembre, ce sera un jour férié et par conséquent Tolbiac sera fermé. Bien. Euh, enfin, quoi qu'il arrive. Première question. J'ai remarqué que dans les cours sur Weber et Durkheim, la notion de désenchantement du monde est apparue. Qui en est à l'origine, ou qui l'a théorisée, et en quoi consiste-t-elle exactement? Très bonne question. Alors, on va être clair. La notion de désenchantement du monde apparaît dans les textes de Max Weber. Elle apparaît déjà plusieurs fois dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et elle est développée presque 12 ans plus tard, donc en 1917, dans Wissenschaft als Beruf, la science comme vocation, qui est une conférence que Max Weber donne, où il déploie le concept de désenchantement du monde qu'il avait déjà utilisé très tôt dans son œuvre dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Bon, on verra à la fin de la réponse à cette question pourquoi est-ce que ça peut aussi faire penser à des éléments dans la pensée de Durkheim, mais d'abord on répond avec Max Weber. Désenchantement du monde, Max Weber, développé dans la science comme vocation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme notion? En fait, c'est un résultat. C'est ce qui résulte du processus de rationalisation du monde. Par désenchantement, on pourrait entendre désanimation, le fait d'avoir retiré de l'âme aux choses, d'avoir retiré la magie aux choses, d'avoir désacralisé les choses que l'on observe, notamment la nature, le monde. Alors l'idée de Max Weber est la suivante: la substitution de la science à la religion, dans l'explicitation du monde, dans la lecture du monde, dans l'interprétation du monde, a produit une situation étonnante, euh, étrange. Nous supposons que tout phénomène naturel est explicable rationnellement, mais nous n'avons pas besoin de le connaître. Voilà. Nous sommes dans une position particulière où face à ce qui se donne à l'expérience, l'expérience vécue, au lieu de l'expliquer, de l'interpréter, d'en faire notre propre poétique personnelle ou sociale, au lieu de faire parler la météo, le vent, les arbres, les oiseaux, la maladie, les eaux, je sais pas, tout ce que vous voulez, euh, nous faisons taire en nous l'envie de l'interpréter, au motif que tout doit pouvoir être explicable rationnellement, si tant est qu'on se donne la peine de le demander et qu'une compétence soit là, présente pour nous répondre. Un monde désenchanté, c'est un monde qui est silencieux, un monde qui ne dit rien, qui n'a pas d'intention, et par ailleurs un monde dans lequel je m'interdis, je suspends, on pourrait dire, mon acte d'interprétation du monde, qui fait pourtant de moi à proprement parler un être humain,
Je suspends cet acte en attendant que on m'explique rationnellement les choses. Donc en fait, je suis l'essentiel de mon temps dans une position d'ignorance, et parfois seulement, sur de microscopiques aspects, avec une science de plus en plus spécialisée, de plus en plus précise, difficile. De temps en temps, j'ai accès effectivement à une connaissance complète, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie de rajouter Durkheim dans la complainte du désenchantement du monde? Eh bien, assez simplement parce que Durkheim produit son premier effort en sociologie, on pourrait dire son effort de sociologie première, pour remédier vraiment au sens strict du terme, apporter un remède à une crise de la socialisation dans les sociétés occidentales, au premier rang desquelles la France, une crise que vit la France du fait de la révolution industrielle, et qui procède aussi de la rationalisation, de ce process de rationalisation. En gros, ce que nous dit Durkheim, c'est la révolution industrielle et la part croissante laissée à l'administration des choses, à la bureaucratisation de l'action. Tout ça a créé un déficit d'intégration. Nous ne nous aimons plus les uns les autres. Tout fonctionne, mais on ne s'aime plus. On a trop divisé le travail, on a trop séparé au nom de l'efficacité les tâches humaines en petits gestes infinitésimaux. Et donc, on a un excès de régulation, un déficit d'intégration. Et d'une certaine manière, on est dans un monde délié, un monde sans amour, un monde sans production symbolique, un monde dans lequel le travail est devenu insignifiant, désignifiant, déliant. Et ça nous mène justement, pouf, à la deuxième question de Madame X, l'étudiante. Je ne veux pas dire qui c'est, parce que peut-être elle ne m'a pas demandé de dire qui elle était, donc je ne le dis pas. Elle me dit en quoi le fait de croire est une activité liante. Confère CM2, c'est vachement précis ces questions. En quoi le fait de croire est une activité liante? Ici, elle fait référence en réalité au cours sur les formes élémentaires de la vie religieuse d'Émile Durkheim, et dans lequel, effectivement, je vous parlais des manières de croire, et je vous disais que si, fondamentalement, pour Émile Durkheim, qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est le culte qu'une société se rend à elle-même. L'activité spécifiquement religieuse est une activité dont la fonction sociale, pas forcément le but, mais la fonction sociale, c'est-à-dire l'efficacité réelle dans une société, est de créer du lien, de créer des sentiments d'appartenance et de reconnaissance réciproque autour d'une communauté de croyances, autour d'une communauté d'efforts pour investir émotionnellement des symboles, pour communier autour de symboles qu'on pourra décrire, si on a une approche rationnelle, comme des fictions, mais en fait peu importe que les histoires soient vraies, que les symboles soient vrais ou faux, c'est pas le registre. Ils sont adéquats dès lors qu'on y croit et qu'on y investit l'énergie de la foi. Donc voilà, Durkheim ne s'occupe pas de savoir si les dieux existent ou non, si les symboles sont vrais ou pas, si je sais pas moi, le Saint-Suaire est vraiment le Saint-Suaire ou si la Kaaba est vraiment la Kaaba, peu importe. La question est de voir comment est-ce que l'activité autour de ces objets-là crée de l'intégration, crée du lien, crée de la reconnaissance réciproque autour de ces croyances. Alors, question suivante. J'ai mal répondu, donc je me reprends. En quoi le fait de croire est une activité liante? À l'échelle de tout petits groupes, par exemple à l'échelle d'un atelier, on peut se lier par un travail, des manières de faire, un ensemble de valeurs, une manière de s'appeler, une manière de se distinguer les uns des autres, une manière, je sais pas, les bouchers avec le louche-bem, avoir un parler particulier à l'échelle de l'atelier de travail. Voilà. À l'échelle sociale, on va déployer des symboles pour créer de l'intégration, pour créer de la reconnaissance. Le fait de croire permet de créer des objets communs, des manières de penser, de sentir, qui sont
développé dans le registre de la croyance. La croyance va par exemple raconter l'histoire du monde, va raconter la valeur de l'être humain, va raconter à l'intérieur d'un récit la justification de la répartition des statuts, des biens entre les humains d'une société et entre les hommes et les femmes et les enfants et les personnes âgées, etc. Va statuer sur le statut exact de chaque genre, de chaque âge. Donc on va célébrer ces normes. La religion, c'est l'acte de célébrer la norme. C'est l'acte, en fait, de mettre en scène un attachement et de rendre le plus aimable possible, finalement, ce qui relève d'un exercice social élémentaire, c'est-à-dire produire des règles, des normes, produire un fonctionnement social normal. Bon, donc, si vous voulez, là où un pur fonctionnement social pourrait laisser les gens être des agents économiques et techniques strictement fonctionnels, la religion vient créer du commun, même à l'intérieur de la différenciation, créer du commun à l'intérieur de la hiérarchie, créer du commun, notamment à travers cette croyance, à travers des individus qui, par la socialisation, sont différenciés et hiérarchisés. Elle vient remettre en quelque sorte de l'attachement entre des éléments qui ne sont plus purement fonctionnels. Alors, dans le CM4, qu'est-ce que l'intelligence universelle pour Platon? Si j'ai dit ça, j'ai dit une bêtise, ou alors j'ai parlé trop vite. Platon ne parle pas proprement parler d'intelligence universelle. Platon parle de nous. Le nous, c'est l'esprit. L'esprit en tant qu'il traverse l'univers et en tant qu'il traverse chaque individu, en tant que les individus s'en nourrissent, on pourrait dire c'est l'intellect. Effectivement, l'intellect a une dimension universelle et chacun, même de manière imparfaite, a comme un appétit de s'y trouver. Effectivement, du côté de l'intelligence, du côté des concepts et du côté des idées, on doit tendre à l'universel. Un concept est un universel. Une théorie juste, selon Platon, est une théorie universelle. Et enfin, l'intellect, c'est ce qui nous permet à tous et toutes, à travers la totalité de l'univers, de tenter, selon nos degrés de capacité, d'atteindre cette intelligence universelle. L'énorme différence avec l'effort produit par Durkheim et Mauss dans les formes élémentaires de la vie religieuse ou sur une catégorie de l'esprit humain, la notion de personne, celle de moi, c'est que on ne cherche pas du tout l'origine universelle, pardonnez-moi, on ne cherche pas du tout à épurer les concepts produits socialement de leur nature sociale. C'est le contraire, on cherche absolument à en faire l'archéologie. On ne cherche pas à avoir l'intelligence la plus pure, les catégories les plus pures, les notions les plus pures de toute corruption sociale. On cherche au contraire à comprendre toutes les corruptions sociales qui s'expriment et les fonctions sociales qui s'expriment dans les concepts, dans les notions, dans les mots. Voilà. Et donc l'effort ne vise pas à purger, il ne vise pas non plus à faire une enquête pour mener, il cherche réellement à comprendre comment se sont construits les segments qui forment, rassemblés, l'architecture discrète de notre intelligence du monde. Et comment ce travail social s'est réalisé et se réalise en permanence. Alors, sur la partie sur Descartes, je reviens au mail qui me pose des questions. Que signifie substance matérielle et pensée comme seconde substance avec le cogito ergo sum? Ah bon, vous avez dû couper un morceau, mais c'est vraiment très simple à expliquer. Pour Descartes, il existe deux substances. Voilà. Deux substances, deux modalités d'être. La matière et la pensée. Voilà, point. Pas plus compliqué que ça. Donc il y a une dualité entre matière et pensée. Le cogito ergo sum, c'est la méthode suite à un doute méthodique pour découvrir, fonder un point stable
à partir duquel construire une connaissance du monde. Ce point stable, c'est une certitude qui n'est pas une certitude apprise par la religion, qui n'est pas une certitude sensible, qui est une certitude logique, acquise par une procédure de doute méthodologique et qui amène à une certitude, je suis une chose pensante. Voilà. Si je doute, c'est que je pense, et si je pense, c'est que je suis. Et si je doute que je pense, il n'en demeure pas moins que je doute, donc si je doute, je pense, donc si je pense, il y a quelque chose qui pense, et cette chose pensante, c'est moi. Enfin, c'est vous, c'est Descartes. Alors, en fait, il s'agit essentiellement de trouver une certitude qui ne soit pas l'existence de Dieu, ou de trouver une certitude qui ne soit pas une vérité révélée par un texte. Donc il s'agit de produire logiquement un fondement à toute réflexion à venir. C'est vraiment un effort de philosophie première, de vraiment produire les bases, et voilà, c'est ça que ça signifie. Bon. Je pense que cependant, ce dont j'étais en train de vous parler surtout, c'est la séparation de l'âme et du corps, et la perpétuation de cette idée-là, comme une évidence. Dans le CM5, je n'ai pas tout à fait compris, les systèmes culturels attribuant à la personne une indépendance radicale sauf de Dieu sont rares. Alors, c'est vraiment tout simple. On est là dans le commentaire que Mauss fait de la société dans laquelle il vit, et qui est en quelque sorte l'ancêtre de la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la société française, là en l'occurrence dans les années 30. Et que nous dit Mauss? Il nous dit tout simplement, dans une catégorie de l'esprit humain, la notion de personne, celle de moi, il y a peu de sociétés, telles que la nôtre, qui ont existé, donc peu de sociétés ayant fait un effort pour attribuer à l'individu, à la personne, une indépendance radicale vis-à-vis des autres humains, des animaux, de l'environnement, etc. Nous avons une singularité, nous autres sociétés occidentales françaises, à l'histoire de l'échelle des sociétés humaines, nous avons une vraie singularité qui est de croire que l'individu est indépendant de tout, sauf de Dieu, ou y compris de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une radicale indépendance de la personne. Elle pense que ce qu'elle pense, elle ressent que ce qu'elle ressent, elle n'est visitée par rien. Si elle est visitée par, je sais pas, un ancêtre ou un animal, elle pensera que c'est son rêve à elle. C'est pas l'animal qui a voulu la visiter, c'est pas l'ancêtre qui a voulu la visiter. Donc c'est une espèce de conception qui exclut par exemple l'âme collective, qui exclut qu'on soit malade parce que quelqu'un d'autre de son clan ou de sa tribu a commis une faute, qui exclut d'être puni dans son corps pour une faute qu'un membre du groupe aurait commis. Donc c'est vraiment l'idée d'une indépendance radicale de l'âme et du corps de chaque individu vis-à-vis de tous les autres individus ou tous les autres collectifs. Que ce soit des individus ou des collectifs humains ou non humains. Voilà. Ce que nous dit Mauss à cet endroit-là, et on pourra le développer largement, c'est que des situations comme ça, des sociétés qui ont conçu une telle solitude de l'âme, un tel isolement de l'âme vis-à-vis du corps et de l'âme vis-à-vis de toutes les autres âmes, c'est en quelque sorte, non pas une aberration, mais à l'échelle de l'histoire humaine, une anormalité anthropologique. Nous sommes en cela très peu ressemblants aux autres humains ayant existé sur la Terre avant nous. Bon, alors, j'espère que ça a répondu à des questions d'autres étudiants et étudiantes. Moi, ce que je souhaite, c'est que on fasse probablement un dernier cours socio qui sera en vidéo sur l'obéissance, sur les manières d'obéir, et qu'ensuite vraiment on bascule sur un volet plus ethno, notamment avec les manières d'échanger. Et là on parlera de Malinowski, et puis on ira voir les Tupinamba, et puis on ira voir
la secte Aouka Ogana. Enfin, bref, on va décoller un peu nos semelles de la sociologie et les emmener dans une grande promenade. En attendant, n'hésitez pas à rajouter vos questions en commentaire si vous en avez d'autres. Je les traiterai soit par vidéo, soit en réponse dans les commentaires. L'avantage de cet outil-là, c'est qu'il est partagé par tout le monde. Et enfin, en tout cas, un maximum d'étudiants et d'étudiantes possible en dehors des CM en présentiel. Et voilà, sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et je vous souhaite une bonne reprise. Portez-vous bien!